Bonjour Elsa. Bonjour Sophie. Donc du coup, comme vous le savez, moi je vous accompagne en psychogénéalogie. Et aujourd'hui avec Elsa, on voulait un petit peu parler de nos expériences sur nos familles, des découvertes qu'on a pu faire, que ça soit en séance ou pas en séance. Donc je vais te laisser te présenter. Donc je suis Elsa Larsson. D'ailleurs, ça a des origines suédoises, mais on a perdu un S apparemment avec l'immigration. Donc moi je fais du coaching et du conseil en qualité de vie et je suis formée à l'approche systémique de Palo Alto qui est la base de la thérapie familiale et donc qui a des similitudes avec la psychogénéalogie, même si c'est sur l'approche elle est différente, mais on voit aussi le côté répétition des fois. Enfin, les dynamiques familiales voilà, qui peuvent se répéter. Donc du coup, en échangeant ensemble, on a vu qu'on avait on avait vu pas mal de choses qui venaient se répéter dans nos familles. Et donc du coup, je trouvais ça intéressant qu'on puisse échanger dans une vidéo ensemble là-dessus. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que dans les femmes, de ma famille, on se transmettait que les femmes doivent gérer seules, gérer l'éducation seule, et que quand j'ai fait mon arbre généalogique, ma grand-mère était surprise que je demande des informations sur les hommes, sur les actes, de mariage ou de naissance de mon grand-père, qu'elle ne comprenait pas que je fasse ces recherches-là durant mon arbre généalogique, que pour elle, c'était les femmes. Et même elle avait fait son arbre généalogique et elle a fait que sur sa mère, sa grand-mère et les lignées au-dessus d'elle, comme si on était des maris et qu'on faisait des enfants toutes seules. Et qu'on gérait tout toute seule. Il y a des personnes qui font du coup leur arbre sans inclure toutes les personnes. Ma grand-mère, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle avait fait que la lignée de sa mère et même sa grand-mère, que les femmes. Et les sœurs, il n'y avait que des femmes. Il n'y avait aucun ordre sur ce qu'elle a fait. Et quand moi je lui ai demandé pour les actes sur elle, elle m'a tout donné sur elle. Et quand j'ai dit pour mon grand-père, elle m'a dit mais comment ça, ton grand-père, pourquoi est-ce que tu en as besoin? Elle était assez surprise que je demande des infos sur mon grand-père. Ouais, c'est ça, vous êtes née un peu comme la Vierge Marie. La Vierge Marie, comme Marie qui a eu un enfant avec Dieu, comme ça quoi. Donc du coup, on voit que du coup, chez moi, j'ai une fille et bizarrement le père est parti pendant ma grossesse, donc du coup, un homme qui n'est pas présent dans le foyer quoi, du coup. Donc on voit des schémas qui viennent un peu se répéter quoi. Et tu as réussi à avoir aussi du côté de ton père des informations? Et oui, j'ai eu des informations du côté de mon père, et du côté de mon père c'est une autre problématique, c'est là on est des gens qui n'arrivent pas à rester en place. Donc on a des personnes qui naissent à un endroit et qui meurent soit à l'opposé du pays. Par exemple, j'ai ma grand-mère qui est née vers Lens, dans le nord, et qui est décédée vers Toulouse, donc dans le sud de la France. Et j'ai même des personnes qui sont nées dans un pays, mortes dans un autre pays. Et moi, je vois ça chez moi, où j'ai du mal à rester dans la même ville, que je m'ennuie et que je ne trouve pas ma place dans une ville. Et il y a le père de ta fille aussi qui est... Oui, qui est comme ça aussi, qui bouge d'un pays à l'autre. Ouais, c'est marrant. Donc voilà un petit peu des choses que moi j'ai vues juste en faisant mon arbre généalogique, mais aussi en travaillant sur moi. Mais du coup, il peut y en avoir plein d'autres. Vu les répétitions, il y a beaucoup... En fait, on est toutes des filles, on est nées du côté de... Non, mais j'allais dire du côté de mon père, enfin de ma mère, mais même du côté de mon père. Finalement, c'est pareil, c'est que des filles qui sont l'aînée à chaque fois. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que souvent, alors là, enfin en tout cas l'info que j'ai eue, c'est du côté de ma mère, parce que du côté de mon père, j'avais une grand-mère polonaise, donc il y a eu
perte d'informations, plus elle est décédée quand moi j'étais jeune, donc pareil, j'ai pas toutes les infos. Mais je sais que du côté des femmes, il y a eu pareil, mon arrière-grand-mère a perdu un enfant à la naissance, un enfant mort-né. C'était une fille, a priori. Et je l'avais découvert à l'époque, c'était en faisant le truc du pendule. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai su qu'en fait, il y avait eu une fille, enfin un enfant avant mon grand-père. Et ma mère a fait une fausse couche avant de m'avoir aussi. Après, je sais pas si sa mère à elle, je sais qu'il y a eu aussi une grossesse qui était, enfin, il y a eu un avortement, mais je sais pas si avant il y a eu quelque chose d'autre. Mais en tout cas, il y a eu, ouais, à chaque fois le premier enfant, enfin en tout cas au moins sur deux, le premier enfant a disparu. Ouais. Des fois, ça m'arrive d'accompagner des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Ouais. Et on voit sur plusieurs générations qu'il y a soit des morts-nés, soit des avortements, sur les premiers en fait. Ouais, c'est comme quoi. Ouais. Des choses. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ah, il y a un côté, j'ai découvert qu'il y avait les deux grands-pères qui s'appelaient Léon. Alors, c'est pas mes grands-pères à moi, c'est les grands-pères de mon père. Les deux s'appellent Léon et je trouve que c'est marrant aussi. Oui, le grand-père paternel et le grand-père maternel. C'est ça. Ils s'appellent tous les deux Léon, je vois. Et des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu aussi si, il y a un côté, alors le côté très militant, syndicaliste, du côté de mon père, en fait, c'est au moins depuis son grand-père à lui, donc mon arrière-grand-père, il y avait ce côté militant syndicaliste. Et d'ailleurs, mon arrière-grand-père, qui était polonais, est venu travailler en France dans les mines à l'époque et avait été renvoyé, extradé, je crois qu'on dit, de France parce qu'il avait des opinions contraires à ce qui était accepté dans le pays, en fait. Et ça, pareil, je l'avais déjà entendu, mais je l'ai redécouvert quand, ça m'est revenu quand mon père m'en a parlé, quand pareil, j'ai fait des recherches sur mon âme. Et mon grand-père, mais là du coup, c'est le père de mon père, mais qui, là je parlais du père de ma grand-mère, lui était aussi syndicaliste, et mon père était élu aussi CGT dans les années 80-90 chez Renault. Donc il y a cette répétition qui... Mais il a eu du coup deux grands-pères. Il a eu son père et son grand-père, son père à lui, son père et son grand-père maternel, qui était syndicaliste. De son grand-père paternel, je ne sais pas à ce niveau-là. Ouais. Et puis pareil, mon grand-père est décédé aujourd'hui, donc ces dernières infos, c'est il y a peu de temps en fait que je les ai récupérées. Donc j'ai vu ça. Après, avec les femmes, nous, on est plus famille matriarcale quand même, clairement. Et donc du coup, il y a cette répétition des deux côtés, même s'il y a juste eu le couple de mes grands-parents paternels, qui était peut-être un peu plus... je dirais patriarcal entre guillemets, parce que même si officiellement c'était plus mon grand-père, ma grand-mère avait quand même beaucoup de caractère et se laissait pas faire, sachant qu'elle avait quitté son premier mari dans les années 50, donc il y avait quand même le côté femme non soumise, on va dire. C'était pas ce qui était rare à l'époque. À l'époque, et puis elle avait deux enfants en plus. C'est mal vu de... Elle avait deux enfants, elle était jeune parce que ma tante aînée, elle l'a eu, elle avait 17 ans. Donc ouais, non, c'était très très rare. Hein. Donc malgré tout, pour moi, elle avait le côté un peu matriarche, on va dire. Ouais. On avait quoi. Ouais. Et mon autre grand-mère, c'est pareil, elle a dégagé son mari là un peu plus tard, dans les années 70, je crois. Un truc comme ça. Donc, il y a un petit côté où on se rejoint un peu. Un peu rebelle. Ouais, où les femmes elles font des enfants, mais au bout d'un moment elles dégagent le mari, il les embête un peu trop, on va dire. Et moi, ce qui est drôle, c'est qu'elle les dégage pas. C'est ma grand-mère, même au-dessus de ma grand-mère, ils ont tous vécu jusqu'à leur mort. D'accord. Ils sont restés, mais il y a un côté, je gère tout. Et moi, du coup, automatiquement, il y a un côté aussi un peu matriarcal. Ouais. Parce que moi, mon grand-père, il n'avait pas sa place à la maison. C'était ma grand-mère qui gérait tout, qui gérait la maison. Et mon grand-père, lui, il ramenait juste l'argent. Ouais. Le soir, tellement il n'avait pas sa place à la maison, il préférait être avec ses copains au bar. Et il rentrait pour aller se coucher. Et après, il repartait au travail. Et c'était l'auberge, quoi. D'accord. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que le couple de mes grands-parents, où je disais pour moi, c'est un peu plus classique dans le sens où c'était quand même
mon grand-père qui travaillait, ma grand-mère qui restait à la maison et qui... Quelque part, mon grand-père imposait peut-être un peu plus de choses sur certaines choses. Enfin, ça semblait de manière générale. Et finalement, c'est ma grand-mère, par contre, qui gérait l'argent. Ouais. C'est elle qui avait toujours l'argent. C'est elle qui nous donnait de l'argent, qui avait l'argent pour les courses. Ouais. Je me rappelle de ça. Bon, en tout cas, à l'époque de ce que je me rappelle. Après, je sais pas comment c'était avant, mais... Mais ouais, c'est rare, souvent c'est les hommes qui gèrent l'argent, Bah qui oui. donnent l'argent de poche à sa C'est femme. Après, il y a peut-être des trucs comme ça, peut-être qu'il en donnait plus, j'en sais rien, mais... Ouais. Ouais, non, c'est marrant. Mais... Et puis, moi, ce que j'ai compris aussi, ouais, là, mais c'est vraiment plus dernièrement quand j'ai posé mon arbre généalogique. D'ailleurs, des fois, j'ai envie de dire l'arbre gynécologique, tu vois, je me dis qu'il y a un lapsus quand même. Des fois, si je fais pas gaffe, c'est le premier mot qui me vient. Et en fait, c'est le côté où, des deux côtés, il y a comme, en fait, une recherche de rassembler l'Est et l'Ouest ensemble, parce que, comme je disais, j'ai une grand-mère qui est d'origine polonaise, mon autre grand-mère est de l'Est de la France, et en fait, des deux côtés, elles se sont mariées avec quelqu'un qui était plus de l'Ouest, voire après, mon grand-père, ça remonte à super loin, les origines suédoises. Mais du coup, j'ai l'impression des fois qu'il y a cette volonté un peu de se rassembler, d'autant plus que j'avais un arrière-grand-père qui était a priori aussi communiste et qu'à l'époque il y avait la séparation, enfin c'était peut-être pas dès le début, mais il y a eu un moment la séparation entre l'Est et l'Ouest qui était présente juste à côté de la Pologne. Et puis j'ai vu aussi ce côté où, pareil sur les origines des noms de famille, en fait, il y avait un côté où il y a des origines, en fait, quand tu creuses, qui font très un peu bourgeoises, et de l'autre côté où c'est complètement l'inverse, c'est plus, il y a plus une connotation ouvrière ou artisan, mais pas forcément, enfin plutôt jardinier, des choses comme ça. Et ça fait un peu rassemble. Les mariages un peu des opposés géographiques, mais aussi opposés à tous les niveaux. Mais en fait, j'ai l'impression, et en plus parce que je sais que mon père m'a appelé Elsa pour Elsa Triolet, qui en fait était une écrivaine, et un jour je lui ai demandé ce que ça signifiait pour elle aussi, Elsa Triolet. Il m'a dit que c'est son côté aussi révolutionnaire, et qu'en gros, il avait envie que j'amène du changement. Et je pense que symboliquement, en fait, parce qu'il y a toujours un peu, peut-être des fois, des petites... on va dire des différends entre les hommes et les femmes dans ma famille. De toute façon, il y en a une qui a quitté son premier mari, la deuxième qui a mis son mari à la porte. Et je sais qu'il y a eu aussi d'autres histoires un peu... alors peut-être pas comme ça, mais en tout cas qu'il y avait... c'était pas forcément les mariages super fluides, on va dire. Et que moi, j'ai l'impression d'avoir toujours un peu essayé de réconcilier les opposés, mais dans tous les domaines, tu vois. Ouais. Et du coup, quand tu t'assembles toutes les pièces, tu te dis, c'est peut-être ça en fait. Bah oui, c'est vrai que dans les prénoms, il n'y a jamais de hasard. Ça vient transmettre une histoire et ça crée un peu une ADN, un fil directeur sur notre vie. Ouais, c'est ça. Et toi, Sophie, du coup, tu sais pourquoi? Moi, je sais pas du tout. Moi, c'est mon père qui a choisi ce prénom-là. J'ai jamais su pourquoi. Mais justement, en faisant mon arbre parce que moi, je connaissais mon père, mais je connaissais pas du tout sa famille. Il a une sœur qui est encore vivante que je connais pas. À peine, quoi. Je sais qu'elle existe et tout. Et même ses parents, ils étaient encore vivants quand moi je suis née. Je les ai jamais connus. J'ai dû les croiser une fois, c'est tout. Mais en faisant mon arbre, j'ai découvert que ma grand-mère, donc sa mère, s'appelait Sophia. Et donc ça ressemble, Sophia, Sophie. Et elle est née le 14 février. Et moi, je suis née le 1er février. Donc bien sûr, pas de la même année, mais ça se rapproche. Et quand j'ai fait mon arbre généalogique de son côté, c'est vrai que je me sentais plus proche d'elle. Donc je sais pas si lui, il a fait un lien par rapport à sa mère, en me donnant ce prénom-là. En tout cas, moi, en faisant des recherches, j'étais plus intriguée par son histoire à elle que l'histoire de mon grand-père. Donc voilà. Mais
Mais du côté des femmes qui ont le pouvoir, c'est vrai que ça a un peu emprisonné mon père, où il y a plein de trucs où c'était un peu secret, quoi. Ah, du côté des femmes, tu veux dire du côté de ma mère et de cette lignée-là qui sont des femmes qui ont envie de prôner l'indépendance et je gère, j'ai pas besoin des hommes, ben, ça a un peu empêché mon père de prendre sa place en tant que père et que moi je puisse le découvrir. Donc j'ai plus découvert des choses en faisant mon arbre que dans toute la vie où je l'ai connu, quoi. Sachant qu'aujourd'hui il est plus là, mais je peux plus lui poser des questions, mais j'ai plus découvert des choses sur lui et son histoire en faisant des recherches que pendant sa vie, quoi. Et ils sont restés ensemble, tes parents? Mes parents, en fait, justement en faisant mon arbre, j'ai découvert que moi j'avais reproduit l'histoire de ma mère. Parce que pour moi, ils ont vécu ensemble jusqu'à ce que j'ai 7 ans. Ils se sont séparés à mes 7 ans. Mais en faisant mon arbre, déjà, comme l'arbre, on commence par son acte de naissance. Sur mon acte de naissance, déjà, j'ai vu qu'ils ne sont pas nés à la même adresse. Ah. Et du coup, je pose des questions à ma mère. Je fais, c'est bizarre, pourquoi pour moi vous viviez ensemble? Pourquoi vous n'êtes pas à la même adresse? Elle m'a dit, non, en fait, on n'a jamais vécu ensemble. Ah oui, carrément. Donc moi, j'ai vécu 7 ans en imaginant qu'ils vivaient ensemble. Mais en fait, non, pas du tout. Ma mère, pour ma mère, ils ont eu une pseudo-relation entre ma naissance et les 7 ans. Mais après, ça s'est fini. Mais ils n'ont jamais été officiellement ensemble. D'accord. Comme quoi. Ouais. Et pour en revenir tout à l'heure à ce que je disais sur les opposés de réconcilier aussi, j'ai l'impression, même au niveau de mes initiales, parce que c'est E-L, donc ça peut faire L, comme ça peut faire le si tu l'inverses, et d'un côté le masculin, le féminin. Et c'est vrai que je me dis pas, en fait, peut-être parce que je suis à peu près équilibrée sur mes énergies, tu vois. Un côté de devenir équilibré, masculin, féminin. Ouais, parce que c'est ça en fait, quand il y a. Enfin, moi j'ai l'impression que dans le couple, parce qu'on dit en plus que. Enfin, dernièrement j'ai pas mal cogité, on va dire, là-dessus, sur les énergies, sur l'effet miroir aussi, que les personnes, quelque part, sont une partie de nous, et dans le couple, finalement, la personne avec qui on est, elle est le miroir de notre côté féminin ou notre côté masculin. Et c'est vrai que si dans le couple il y a des désaccords, c'est peut-être parce qu'au fond de nous, en fait, on a une forme de désaccord entre ce qui pourrait représenter le féminin en nous et ce qui représente le masculin. Enfin, c'est un peu comme ça. Oui, l'extérieur est notre effet miroir, mais il y a toute la transmission qu'on nous a transmise et aussi l'équilibre en nous. Moi, c'est ce que je viens, tu sais, on l'a fait ensemble, mais ce que je viens de travailler en séance, c'est de venir équilibrer en soi l'énergie féminine et masculine. Donc, quand on vient l'équilibrer, ça vient aussi jouer sur notre relation avec notre partenaire. Oui, parce que forcément on se positionne différemment, on réagit différemment. Et c'est vrai que quand on avait fait la séance ensemble, la première, je me rappelle, ça m'avait fait cogiter par rapport à ça, où il y avait ce côté où je faisais pas, au-delà de ma famille, ressortir les hommes qui avaient pu être importants, qui étaient importants dans ma vie. Que en gros, c'est vrai que je suis pas réputée pour beaucoup montrer, on va dire, l'attachement que je peux avoir ou les sentiments que je peux avoir vis-à-vis d'un homme. Donc, mais c'est vrai qu'après, je me suis dit, peut-être plus le communiquer. Ce que j'ai commencé à faire, et effectivement, ça a amené des changements, tu vois, sur certaines choses. Et c'est un peu le côté de ce qu'on nous a transmis aussi, du matriarcat. Parce que chez nous, on peut dire dans nos deux familles, ça se ressemble un peu ce côté-là, mais c'est vrai que du coup, ça peut être quelque chose qui est, à un premier abord, plus fort que nous, comme quelque chose dans lequel on a grandi, qu'on a été bercé par nos parents qui se sont comportés de telle ou telle manière, et où du coup, ça devient une norme. De la manière dont on a vu nos parents se comporter entre eux,
Alors, on se dit, ben, si je vois ma mère se comporter comme ça, moi je dois aussi me comporter comme ça dans mon couple, quoi. Ouais, de manière inconsciente. Donc, des fois, il y en a, alors j'ai connu par exemple des copines qui ont fait l'inverse du couple de leurs parents, mais finalement qui étaient aussi déséquilibrées par rapport à ce dont elles avaient été témoins en fait. Ouais. C'est juste que les sexes avaient été inversés, mais la dynamique globale était la même. Ouais. Bah, des fois, c'est parce qu'on est, par exemple, moi en tant que femme, si je suis en opposition avec ma mère, bah, en fait, je vais essayer de faire l'opposé, mais du coup, je vais être un peu en mode, je viens défendre mon père. Donc, du coup, je vais venir prendre la place de mon père dans la dynamique de couple. Ah oui, c'est dans ce sens-là, d'accord. Ouais. C'est intéressant. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans nos échanges, c'est que bah, du coup, par exemple, on parlait des transgenres. Ah oui. Et que bah, en fait, moi, je me suis beaucoup questionnée que c'est pas quelque chose de négatif d'être en transition, qu'il peut y avoir des études scientifiques qui font que bah, peut-être qu'en fait, on devait être l'autre sexe que dans lequel on est né. Mais des fois, il peut y avoir aussi des répercussions de cette histoire justement transgénérationnelle. Et que justement, ça me fait penser à ça, cette histoire de polarité, qu'il peut y avoir des hommes, par exemple, qui, quand je me suis questionnée là-dessus, sur est-ce qu'il y a un impact transgénérationnel sur la transition, ben, des fois des hommes qui se déguisaient en femmes, par exemple, pour éviter d'aller à la guerre. Et en fait, ben, il peut y avoir cette notion de, ben, en fait, l'homme, je viens me transitionner en femme pour, en mémoire de ce trauma de je veux pas aller à la guerre, par exemple. Ou des femmes qui voulaient avoir une fille et qui a eu un fils, et par exemple qui les déguisent, qui les habille en fille, qui les coiffe en fille, et que ça vient transmettre des choses sur ben, quelle est la notion, quelle est l'identité masculine et quelle est l'identité féminine chez moi. Et que des fois, ben, en fait, ça amène des fois des transitions. Plusieurs générations après, sans qu'ils en aient conscience. Ouais, sans que... Et qu'on ressent dans notre identité comme un besoin, que c'est un besoin de faire cette transition qui nous dépasse en fait, comme si souvent je vois des expériences sur des personnes qui transitionnent, que c'est comme si c'était une erreur, que je suis pas née dans le bon corps, et que ça peut être la conséquence de plusieurs générations avant, pas la génération de nos parents, mais vraiment plus loin, où il y a eu ce genre de dissociation. Enfin, un homme qu'on habille en femme, alors que c'est le souhait des parents en fait, c'est pas le souhait de l'enfant de faire ça, ou un homme qui s'habille en femme pour éviter d'aller à la guerre. Mais il s'habille pas en femme parce qu'il a envie de s'habiller en femme. Et donc du coup ça crée la dissociation de un homme doit être associé à la femme, ou la femme doit être ou une mère qui voulait avoir un garçon qui a eu une fille, qui coiffe ou qui l'appelle, des fois c'est dans le prénom, qui lui donne un prénom de garçon, et du coup on associe la fille au garçon, et plusieurs générations après on le voit dans un besoin de transitionner, parce qu'on sent que notre identité elle est autre que celle dans laquelle on est né. C'est vrai que je pense qu'il y a aussi de l'impact inconscient. Alors, moi j'associe plutôt à la base comme une réponse un peu systémique, on va dire, sur le fait que selon les modèles aussi avec lesquels on a grandi, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'étais très garçon manqué parce que je trouvais que c'était plus cool d'être un garçon que d'être une fille, et en même temps j'étais contente d'être une fille, mais c'est vrai que j'avais l'impression que les femmes, qu'accepter d'être une femme, c'était faire le ménage tout le temps, râler, des choses comme ça. Donc ça ne me donnait pas du tout envie d'être une femme. Et j'étais vraiment très garçon manqué. Je suis toujours un peu quand même. Mais moi j'ai beaucoup plus accepté en fait ma féminité. Justement en fait quand je suis partie à l'étranger,
où j'étais dans un environnement très neutre et où les femmes avaient un positionnement complètement différent de celui qu'on peut rencontrer en France. Et du coup, ça m'a permis vraiment de plus assumer mon côté féminin et prendre du plaisir à être une femme. Parce qu'il y avait aussi un peu les modèles, et c'est vrai que des fois dans une famille ça peut être la même chose, il peut y avoir des modèles où toutes les femmes sont des victimes par exemple, qui ne donnent pas envie d'être une femme. Ouais. Il y a aussi l'impact de la société. Quoi. Oui, de toute façon pour moi l'ensemble est lié, quoi. C'est les deux qui... Ouais. C'est une dynamique, quoi. Ouais. Et inversement peut-être aussi des fois de voir au contraire des femmes peut-être plus masculines peut faire penser aussi qu'il vaut mieux être un garçon. Et inversement pour les garçons aussi, ça peut être ça. S'ils ont grandi dans un environnement où l'homme était mal vu, peut-être avoir donné envie de devenir une femme. Parce que ça, en plus, je le vois des fois avec des jeunes que je rencontre, où en fait, quand on creuse un peu, il y en a certains, c'est ça aussi qui se reproduit. Si par exemple, être né, moi j'en ai pas rencontré dans ce cas-là, mais j'imagine par exemple être né dans une famille monoparentale où la mère, par exemple, va critiquer l'homme, que l'homme il fait mal, que l'homme il fait ci, que... je me dis en fait à force d'entendre ça, parce qu'en fait la période où on grandit en gros de notre naissance et de nos 0 à nos 10 ans, 12 ans, 13 ans, notre construction, si là on entend l'homme, tous les hommes que j'ai rencontrés m'ont fait mal, tous les hommes que j'ai signés, nanana, et que nous on est un homme, un jeune garçon, un garçon en construction, on peut se dire finalement c'est mal, c'est mal d'être un homme parce que tous les hommes déjà ils ont fait du mal à ma mère, ma mère elle m'a tout donné, a tout fait pour moi, donc un peu comme venir sauver sa mère, du coup avoir un dégoût un peu pour son propre corps, quoi. Ça, du coup, ça a des répercussions parce que même si la personne se positionne comme ça, c'est pas pour autant qu'elle va le vivre positivement. Et comment vous abordez les notions de matriarcat et de patriarcat en psychogénéalogie? Déjà, on va l'identifier qu'il y a ça. Et après, en fait, c'est souvent le matriarcat. Par exemple, souvent, ils vont avoir une polarité masculine. Parce qu'on est habitué justement plus à la culture du patriarcat. C'est pour ça que souvent, on a beaucoup de femmes qui vont se plaindre des hommes, être un peu victimes. Mais le but, en fait, c'est que matriarcat et patriarcat, c'est un peu quelqu'un qui vient mettre un cadre, des règles et imposer quelque chose. Il y a quand même la notion d'imposer. D'imposer quelque chose. Et donc, du coup, ça, c'est plus l'énergie masculine. Donc, en fait, le patriarcat, on va être vraiment en totale énergie masculine et totalement effacer sa partie féminine parce qu'on a tous en nous les deux parties, masculine et féminine. Donc le patriarcat, on est vraiment dans l'extrême masculin et du coup le matriarcat, on est une énergie féminine qui est totalement dans le masculin et qui oublie sa partie féminine. Donc en fait le but, comment nous on va le travailler, c'est d'aller remettre les personnes à leur place et nous d'aller équilibrer chez nous les deux énergies, masculin et féminin. Mais ça va être mettre par exemple une mère matriarcale du côté féminin parce que c'est son rôle d'être une mère, pas d'être une matriarche et à être autoritaire, un peu comme de la dictature, quoi. On va être un peu dans l'extrême, quoi. C'est remettre les personnes à leur place pour venir rééquilibrer les deux énergies. Parce que même nous, si on a été en tant que femme traumatisée par une matriarcale, soit en fait on prend la même position qu'elle et on va se mettre en énergie masculine, soit on va à l'opposé et être 100% dans notre énergie féminine et
totalement effacer l'énergie masculine. Il est peut-être plus victime du coup oui. des hommes. Ouais, victime et du coup ne pas réussir à entreprendre des choses pour nous, à passer à l'action pour nous, et justement être plus dans la partie émotionnelle, donc du coup se plaindre de ce qu'on ressent et rien faire pour que ça change. Donc du coup c'est aller équilibrer ces deux choses-là chez nous et remettre les autres à leur place dans notre famille, à la place qu'ils auraient dû prendre. Et oui, parce que, et du coup, alors je sais pas si c'est la même chose qui ressort en psychogénéalogie, mais ce qu'on voit en approche systémique, c'est que souvent, justement, quand il y a en fait, par exemple, sur un couple où que ce soit patriarche ou matriarche, en fait, de l'autre côté, il y a forcément quelqu'un qui est dans l'énergie inverse. Parce que quelqu'un qui est à peu près équilibré, on va dire, même si chacun a son équilibre, mais qui a un équilibre qui va peut-être plus pencher, enfin qui va être un équilibre qui va être un peu entre le féminin et le masculin, avec une dominante peut-être pour l'un des deux, mais globalement la personne a ces deux énergies. Logiquement, d'un point de vue systémique, elle ne peut attirer que quelqu'un qui va être à peu près dans les deux mêmes énergies. Alors qu'à l'inverse, par exemple une femme très masculine va plus attirer des hommes qui vont avoir un côté féminin important, et des femmes très féminines vont peut-être plus attirer justement un homme qui va être beaucoup plus patriarche en soi, enfin on pourrait dire comme ça, et que finalement c'est les deux qui maintiennent la dynamique. Parce que dans le couple en fait on voit ça aussi dans la psychogénéalogie. Et en fait, dans le couple, on a besoin de ces deux énergies, de l'équilibre des deux énergies. Donc, si on a quelqu'un qui est à l'extrême dans une énergie, automatiquement, elle va attirer quelqu'un qui est dans l'extrême autre énergie, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Je trouve ça plus intéressant d'aller équilibrer chez nous pour aller attirer quelqu'un, justement, qui va être équilibré sur les deux énergies. Parce qu'on a plus de chances de construire des choses ensemble, parce qu'il y a sur des points où on va se comprendre. Tandis que si on est quelqu'un qui a l'extrême énergie féminine, peu importe que ce soit l'homme ou la femme, et l'autre extrême énergie masculine, en fait celui qui est en énergie masculine, il va avoir que la notion de faire, du cadre, de la partie logique, et à l'extrême, celle qui est dans l'énergie féminine va avoir comment je me sens, et donc du coup le dialogue va être plus compliqué entre les deux, même s'il y en a il y a des personnes à qui ça convient et que ça ça peut être c'est bien pour eux si ça leur convient, mais la communication peut être plus compliquée parce que du coup on parle avec pas le même langage. Et puis, du coup c'est peut-être ce qui va faire aussi qu'il y en a qui vont s'épuiser. Par exemple la personne qui est plus dans l'énergie du fer,